Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Art dans tous ses états avec Elisabeth de Caligny. Bonjour Elisabeth. Bonjour Antoine. Bon, ça nous fait plaisir que tu reviennes nous voir en ce mois de mars pour nous parler cette fois-ci de Vermeer de Delft. Oui, tout à fait. Il est d'actualité parce qu'il y a une grande exposition au Louvre et Vermeer de Delft est toujours attendu. D'ailleurs, je vous raconte une petite anecdote. Je devais avoir une dizaine d'années quand il y a eu une grande exposition de Vermeer à l'Orangerie de Paris. Et c'est là où j'ai eu le coup de foudre pour la première fois pour la peinture et pour un peintre. C'est un peintre classique qui n'a rien de spécial, sinon que d'un seul coup, j'ai été envahie par son univers. C'est des tout petits tableaux, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a une lumière, il y a quelque chose. Et j'ai eu le coup de foudre. Et à ce moment-là, je me suis mis à collectionner toutes les cartes postales de Vermeer, sur les œuvres de Vermeer et sur d'autres peintres. Donc, je suis très heureuse. D'ailleurs, je vais à Paris bientôt. J'espère que j'aurai l'occasion de visiter son exposition, qui se tient depuis le 22 février et ça sera jusqu'au 22 mai. Et le Louvre, qui depuis l'événement tragique qu'il y a eu, avait un petit peu de défection. Puis Trump n'ayant pas arrangé les choses aussi en disant qu'il ne fallait pas y aller, c'était un peu le désert. Et avec l'exposition de Vermeer de Delft, c'est une affluence telle qu'au bout de quelques jours d'ouverture, eh bien, le Louvre a été dépassé, les gens n'ont pas pu rentrer. Résultat, il faut réserver sur commande maintenant. Donc, vous faites faire des réservations dans un créneau horaire, sinon vous ne pourrez pas y aller. Donc, je le précise. Hein. Mais enfin, bon, alors, on va parler de Vermeer. Vermeer, je crois qu'il faut parler du peintre, d'ailleurs. Ouais, donc c'est quelle époque? C'est 17e siècle, c'est ça? 17e siècle, oui, tout à fait. Il est né en 1632, si j'ai bonne mémoire. Et il est né en Hollande. C'est un peintre néerlandais. Et il est né d'une famille paternelle un peu particulière. Il a un père qui commence aubergiste, qui commence tisserand. Ensuite, il devient aubergiste. Et ensuite, il a toujours besoin de faire des petits boulots, de ramasser un peu d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va s'octroyer la fonction de marchand de tableaux en accessoire. Et le résultat, c'est que ça va certainement donner des idées au petit Johannes Vermeer, son fils, qui va vouloir prendre des cours de dessin. Et il va commencer très vite, Johannes, puisqu'il va commencer ses cours à 7 ans. C'est quand même pas mal. Et puis, le père est un sanguin, c'est un type qui n'a aucune âme d'artiste, hein, c'est l'argent. D'ailleurs, il se bat volontairement, il y a des rixes. Un jour, il va poignarder un soldat. Ça va coûter très cher puisque ça va ruiner cet homme-là et ça va poser vraiment des problèmes à Johannes Vermeer parce que quand il va hériter de son père, il n'y aura pas grand-chose sinon des dettes. Donc, mauvais début dans la vie pour lui. Il y a un grand-père aussi qui a fait des siennes puisque dans d'autres temps, il avait été mêlé à un trafic de fausses monnaies. Il avait échappé à la décapitation, mais deux de ses comparses avaient eu des problèmes, hein, faut quand même le dire. Et donc, c'est une famille qui a un profil un peu particulier socialement. Alors, du côté de la maman, ça va un petit peu mieux, mais on n'en parle pas trop. Et tout ça va lui revenir à la figure à Johannes Vermeer quand il va vouloir se marier. Parce qu'il va rencontrer une jeune femme. Alors, lui est protestant calviniste. Elle est catholique. Déjà, ça pose des problèmes. Mais surtout, il est d'un rang social moindre. Donc, les parents de la jeune fille, qui s'appelle Katharina Bollnäs, sont pas enthousiastes. Alors, il va se convertir au catholicisme. Parfois, probablement pas, mais par devoir pour pouvoir épouser sa belle, certainement. Et ils vont vivre chez belle-maman. Alors, belle-maman a divorcé. Oui. Et elle vit seule et elle a de la fortune. Elle a des fermages. Et donc, le jeune couple que forment Vermeer et son épouse, sa jeune épouse, va vivre dans une certaine prospérité. C'est un milieu bourgeois, tout se passe très bien. Il va se mettre à peindre à un moment donné, pas tout de suite, mais après, au milieu d'une marmaille considérable. Il a 11 enfants, il va avoir 11 enfants, 4 mourront en bas âge. Et il peint au milieu des berceaux, des hurlements, de tout ce qu'on veut. Et je pense que la peinture
chez lui est un havre de paix et il projette certainement une forme de fantasme dans son œuvre, puisque vous ne verrez jamais sur une œuvre de Johannes Vermeer un enfant. Les enfants, il les a autour de lui, il les peint pas. Et vous aurez toujours une ambiance de sérénité absolue. Je crois qu'il se peint, il projette dans sa peinture le calme auquel il aimerait aspirer. Alors, Vermeer, c'est donc quelqu'un qui peint, probablement à cause d'une ambiance extrêmement bruyante. Il a une production extrêmement modérée. C'est un peintre lent. Il ne va pas faire plus de 2 ou 3 œuvres par an. Et on lui connaît 45 œuvres certaines. On dit qu'il en aurait pas à peu près 60, entre 60 et 75, mais on ne les a pas toutes retrouvées. Mais il y en a 45 qui sont identifiées, dont 3 qui sont quand même suspectées d'avoir été faites par des faussaires. Parce qu'à partir du 19e siècle, il va être très copié, Vermeer. Voilà. Donc, on n'en sait pas trop. Alors, il a un mécène. Il va peindre pour son milieu social, dont il est inférieur dans l'échelle, hein, quand même. Il va peindre pour des gens qui ont de l'argent, qui vont être des mécènes, et notamment, il va y avoir un collecteur des impôts qui s'appelle Van Ruygen, qui va complètement le protéger et qui va acheter une bonne partie de sa production, et notamment 21 toiles. Alors, tout va très bien pour Vermeer jusqu'en 1672. 1672, c'est la cata qui commence à pointer le bout de son nez. Il y a des problèmes économiques dans sa province. Et puis surtout, il y a les Français et les Anglais qui attaquent le pays conjointement. Et là, ça va être une véritable calamité parce que pour se défendre, les Néerlandais vont faire céder certaines digues et inonder des terres pour pas que l'ennemi arrive jusqu'à Amsterdam. Or, sur les terres inondées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les propriétés et les fermes de la mère de sa femme, donc de sa belle-mère. Donc, tous ces fermages, elle n'en a plus. Donc, ça commence à être un vrai problème financier. Et puis, alors, comble de malchance, 2 ans plus tard, en 1674, il y a le fameux mécène Van Ruygen qui décède. Alors là, c'est la cata. Il commence à pas aller bien du tout. On essaye de lui remonter le moral, mais il a une famille à nourrir et plusieurs bouches, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il finit par faire un pic de dépression si grave qu'en 2 jours, il va être emporté. Et il va décéder à l'âge de 49 ans, brutalement. Il va décéder de dépression en 2 jours, mais comment c'est possible, ça? Je pense qu'il a un pic de dépression. Il ne s'est pas suicidé, hein, mais ça fait un moment qu'il n'est pas bien. Et puis peut-être que son cœur a lâché, parce qu'on n'a pas fait d'autopsie, évidemment. Oui. Mais en tout cas, c'est en 2 jours de temps, il part dans un syndrome de dépression aiguë et il va en mourir. Voilà. D'accord. Et alors après ça, eh bien, il va être totalement oublié. On ne pensera plus, on ne saura plus qui est Vermeer. Sa femme est complètement désespérée. Elle dit que tous les tableaux lui sont restés sur les bras, qu'elle s'est retrouvée avec ses enfants élevés et que c'est une véritable catastrophe. Mmh. Et il va être redécouvert, cet homme-là, au 19e siècle. Il va être découvert par un Français qui est journaliste et historien de l'art, qui s'appelle Théophile Thoré, très exactement. Et ce gars-là, en fait, comment il a découvert l'œuvre de ce peintre? En allant au musée de Delft. Non, c'est le musée de La Haye, je raconte une bêtise. Et il y a une toile du peintre, qui n'est pas une de ses toiles caractéristiques, c'est-à-dire une toile avec une scène de genre. Parce que c'est surtout les scènes de la vie quotidienne qu'il peint. Non, c'est un paysage. C'est un des rares paysages qu'a peint Vermeer. Et cet homme voit immédiatement le talent de ce peintre pour projeter la lumière dans ses œuvres. Parce que Vermeer, c'est la lumière. C'est pas, il y a une technique autre, mais c'est la lumière. Et du coup, ce Thoré va courir toute l'Europe pour essayer de retrouver dans des musées ces toiles de Vermeer et chez les collectionneurs privés. C'est pas facile, il va y passer du temps. Et il va consacrer 3 articles à Vermeer. Et ces articles vont avoir un impact considérable puisqu'on va faire découvrir aux peintres,
aux artistes, au public, ce peintre hollandais génial. Et il y en a un qui va tomber amoureux fou de l'œuvre de Vermeer, c'est Marcel Proust. Et ça n'est pas n'importe qui, Marcel Proust. Donc, notre ami Vermeer devient un peintre connu. On va s'apercevoir qu'il a une technique très particulière, que les impressionnistes vont regarder, je reparlerai de cela tout à l'heure. Et puis, on va s'apercevoir aussi qu'il est totalement à part. Il a comment dirais-je, une spécificité, une particularité, un genre qui a l'air classique en apparence, mais qui est tout à fait autre. Donc, il va inspirer. Il va inspirer l'art du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, celle du 20e siècle, et également des artistes modernes. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, je disais tout à l'heure que la qualité première de Vermeer, c'est sa technique. Sa technique, la lumière, certes, mais également le talent de la perspective. Il a l'art de la perspective comme personne. Et on va s'apercevoir en étudiant ses peintures dès le 19e siècle, et notamment ce qu'il peut y avoir sous sa peinture, que dans l'œuvre de Vermeer, il n'y a aucune ligne guide. Vous savez comment faisait Léonard de Vinci, par exemple, vous avez des traits pour faire la perspective. Les peintres font leur toile au crayon, font des lignes de guide au crayon. Eh bien, il n'y a rien de tout ça sous la peinture de Vermeer. Quand on gratte ou quand on ausculte la toile, quand on la radiographie, on ne retrouve pas ces lignes guides. Alors, comment faisait-il? Eh bien, on va le découvrir en regardant également le détail de sa peinture. Et on va s'apercevoir que Vermeer se servait d'un instrument optique qui s'appelle la caméra obscura, qui n'est rien d'autre qu'une chambre noire. Donc, il y a des lentilles, il y a de la lumière projetée. Donc, il projetait l'image sur sa toile. Et il travaillait comme ça. Et c'est pour ça que vous avez une image photographique. Cet instrument a été inventé, cette technique, enfin, ce matériel a été inventé au XVIIe siècle. Et donc, voilà ce qui explique pourquoi il n'y a pas de ligne guide et que c'était le mystère premier de la peinture de notre ami Vermeer. Mais c'est assez étonnant quand même de découvrir ça. Et si on regarde de plus près, ben on verra que l'appareil optique fait le point. Donc on va voir que dans son œuvre, ben, il y a le point de l'appareil photo. C'est-à-dire que ce qui est au loin sur le personnage, c'est très net. Et plus c'est loin, plus c'est net. Et plus c'est près, plus il y a un léger flou. Et il ne va pas se casser à corriger le flou ou quoi que ce soit. Il va reproduire exactement ce que l'appareil optique projette. Et donc, les éléments de premier plan sont légèrement flous. Et c'est ça qui va, on va en reparler tout à l'heure, c'est ça qui va inspirer certaines techniques à quelques impressionnistes. C'est quand même très intéressant. Parce que ça, je l'ai découvert tout à fait par hasard, en cherchant sur ce sujet. Je ne savais pas du tout. Alors, il fait des tout petites toiles qui mesurent pas grand-chose finalement, puisque par exemple la laitière, qui est son tableau, il y a 3 tableaux qui sont très connus chez Vermeer. Celui le plus connu en France, c'est la laitière, parce qu'il figure sur les pots de crème Chambourcy et Nestlé, hein, la gamme Nestlé. Eh bien, c'est un petit tableau qui ne fait que 45 cm et demi sur 41. C'est tout petit. C'est vraiment rien. Et alors, pour venir à la laitière, c'est très intéressant parce que ce tableau a été repris et c'est ce qui a fait tout le succès également dans le large public qui n'est pas un public intéressé par l'art de ce peintre. Parce que la laitière, c'est à partir de 1973 qu'on retrouve la tête de la laitière sur les pots de yaourt. C'est quand même assez étonnant. Bon alors, pour en venir à Thor, il est complètement sidéré par ce peintre qu'il découvre. Donc, il va faire 3 articles. Il va surnommer la laitière la Joconde du Nord. Il va surnommer le peintre Vermeer le Sphinx de Delphes. Et c'est un peintre qui, de façon posthume, va devenir une célébrité, une sommité mondiale. Car il est l'équivalent de Rembrandt maintenant, il est l'équivalent de tous ces grands peintres
qui sont très, très, très cotées sur les marchés. Il y a très peu d'œuvres, en plus, de Vermeer, donc ça vaut une fortune, évidemment. Alors, on va parler quand même de cette laitière. Alors, si on regarde le tableau, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit une dame qui verse du lait dans une jatte. Et on va retrouver dans le tableau de la laitière toutes les caractéristiques qu'on retrouve dans les autres tableaux de Vermeer, qui sont des scènes de genre, donc des scènes de la vie quotidienne. Donc, le personnage est au fond. C'est toujours dans une pièce en coin. Et toujours sur la gauche, vous verrez une fenêtre qui donne la lumière, et la lumière filtre et arrive directement sur la tâche à laquelle se livre le personnage qui est représenté. On va voir aussi sur le tableau de la lettre. Oui. Ce qui est très surprenant sur ce tableau-là, c'est qu'on a vraiment le sentiment de voir le mouvement du lait qui s'écoule. Hein, tout à fait. C'est très vivant. Il a une capacité à faire vivre les choses, le tout dans une tranquillité, une sérénité absolue. On ne se presse pas, il n'y a pas de mouvement, c'est lent chez Vermeer. Mais il y a en même temps la vie. On est au milieu d'une scène de vie. Et alors, comme je le disais, la lumière éclaire la tâche. Et puis, je disais tout à l'heure qu'en arrière-fond, c'est plus net. Et alors, sur le tableau de la laitière, il avait peint au départ une carte de géographie, qu'il a effacée après. Et à la place, il a mis un mur où on voit tous les détails du crépi avec une netteté totale, y compris un trou laissé par un clou. Mais c'est d'une netteté absolue. Par contre, à l'avant-plan, vous allez voir que c'est un petit peu plus flou, comme avec l'effet photographique. Et ces brioches qui sont dans une panière, eh bien, elles sont peintes floues par touche. Et c'est ça que vous regardez les impressionnistes. Et ça, c'est absolument étonnant. Et il va représenter... Alors, elle a une particularité, la laitière, c'est que pour une fois, eh bien, Vermeer ne va pas représenter quelqu'un de socialement élevé, ce qui est le cas dans toutes ses toiles. C'est certainement la seule toile où il y a un personnage secondaire, qui est une servante à sa tâche. Il la rend noble. Et c'est peut-être pour ça que les produits Nestlé ont repris cette image de noblesse dans la tâche, pour illustrer leurs produits. C'est absolument symbolique. Alors, il y a deux autres tableaux très célèbres. Il y a la dentelière, que tout le monde connaît, avec sa petite coiffure un peu particulière, qui s'affaire sur sa dentelle. Et puis, il y a l'autre tableau, qui est la jeune fille à la perle. Alors, cette jeune fille à la perle, c'est un portrait. Vraiment, juste un portrait, ce qui est rare, parce qu'en général, il représente les personnages en entier. Et là, c'est un portrait. Et il y a quelque chose d'énigmatique. Aussi énigmatique que la Joconde. Et ça va complètement lui donner sa célébrité. On va la surnommer la Joconde du Nord. Et c'est Toré, d'ailleurs, qui l'avait surnommée comme ça. Et tout le monde va évidemment se poser, comme pour la Joconde, la question de savoir qui est le modèle. Et en fait, on n'en saura jamais rien. Ça peut... Alors, Vermeer peignait beaucoup de gens de son entourage familial. Il peignait parfois des servantes aussi. Alors, on a imaginé que ça pouvait être une servante. Mais en fait, on n'en sait rien. Mais ça a fait travailler l'esprit, puisqu'il y a un romancier qui va s'appeler Tracy Chevalier, qui va sortir un roman où il imagine le personnage. Ça s'appelle La jeune fille à la perle. Et ce roman est tellement beau et inspirant qu'il va y avoir un film qui va sortir au début des années 2000, qui s'appelle également La jeune fille à la perle, avec Scarlett Johansson en superbe jeune fille à la perle. Et je vous conseille de voir ce film, parce que le cinéaste est appliqué à reprendre toute cette lumière et cette lenteur, et ce charme, cette beauté que l'on retrouve dans les œuvres de Vermeer. Voilà. Donc, ce type a très peu peint, mais il a 3 œuvres majeures, que tout le monde dans le monde, au moins pour 2 d'entre elles, que tout le monde connaît. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire pour un peintre qui a travaillé que 20 ans, somme toute, qu'on a complètement oublié pendant des siècles, et qui maintenant est un des tops du top dans le monde de la grande peinture. Voilà. Alors, voilà, c'est un artiste merveilleux. Moi, j'ai eu le coup de foudre à 10 ans. Je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas ce que c'était que la peinture. J'avais été au Louvre au moins une fois, la Joconde ne m'avait pas fait un effet bœuf, comme on dit.
Mais Vermeer m'a complètement subjuguée. Voilà. Ok, mais écoute, je te remercie pour cet enthousiasme vis-à-vis de ce peintre. Et c'est vrai que, comme tu le dis, hein, ses œuvres sont extrêmement connues. Et le nom, par contre, moi, c'était pas un nom que j'avais retenu. Donc voilà. Au moins, tu vois, ta rubrique, ça permet de réassocier des noms à des œuvres. Et comme ça, on en Bah, c'est sort. pas un nom que tu avais retenu, mais les gens connaissent même la jeune fille à la perle. Ah bah tiens, on montrera des photos de la jeune fille à la perle. Les caricaturistes s'en sont donnés à cœur joie. On la voit dans toutes les positions, y compris en Hillary Clinton, ce qui est quand même très drôle. Je crois que j'avais eu un puzzle de la jeune fille à la perle quand j'étais jeune, tu vois. Ah, je suis pas étonnée. Mm. C'est un bon produit. C'est ça. Ok, Elisabeth, bah, écoute, on te remercie et puis du coup, on se donne rendez-vous au mois prochain pour un nouvel épisode de L'Art dans tous ses états. Bah écoute, on verra de quoi on parle. J'ai pas encore réfléchi à la chose, mais en tout cas, je te remercie de m'avoir reçu. Voilà, c'est un plaisir comme d'habitude. Je t'en prie. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, au revoir.